Mesdames et messieurs, donc on va débuter la première table ronde de ce colloque qui porte sur l'intelligence artificielle et la santé. Alors j'ai la chance de modérer cette table ronde au cours de laquelle 3 docteurs et chercheuses vont intervenir sur cette thématique de la controverse de l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé des travailleurs et des travailleuses. On va d'abord explorer la façon dont l'intelligence artificielle peut être source de risques au pluriel. Mais Madame Goriot va axer son propos sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les risques psychosociaux. Mais cette controverse, elle ne serait pas totale si on ne contrebalançait pas par une prospective sur l'intelligence artificielle comme outil de prévention de ces mêmes risques professionnels. Et donc, ce sera au tour de Lucie Joubert-Thomasso d'intervenir. Mais si on en restait là, on n'aurait pas forcément poussé la réflexion assez loin sur la façon dont le monde du travail doit s'emparer de l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé, puisqu'il nous semblait intéressant de conclure cette table ronde par une intervention sur l'intelligence artificielle comme objet de négociation en santé. Effectivement, on verra que dans la réglementation, il y a peu de choses, mais il y a quand même des éléments sur le droit des représentants du personnel à être informés et consultés sur cette technologie, puisque dans l'intelligence artificielle, elle est englobée dans le vocable technologie, le terme juridique. Donc voilà le cadre dans lequel cette table ronde va se dérouler. Donc je vais commencer par présenter donc Madame Rosanne Goriot, docteure en droit et chercheuse associée au Centre Jean Bodin d'Angers. Et donc, pour introduire ses propos, je dirais que Madame Goriot va vous présenter l'intelligence artificielle comme source de risques psychosociaux. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui. Je remercie tout d'abord les organisateurs et organisatrices, plus particulièrement Catel et Lorraine. Et je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui pour partager un peu de nos réflexions sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai réfléchi à ça dans un groupe pluridisciplinaire. La pluridisciplinarité est une chance pour moi. Et donc, je vais partager avec vous un peu de nos réflexions sur l'intelligence artificielle et plus précisément mes réflexions à moi sur la santé au travail, les risques psychosociaux, des sujets qui me tiennent à cœur. Je vais me concentrer seulement sur les risques psychosociaux, mais nous pouvons discuter un peu sur les risques professionnels, les risques pour la santé physique et mentale, parce que j'ai 15 minutes et j'essaye de me tenir au temps qui m'a été proposé. Je vais partir donc dans un exercice un peu de prospective. Je vais essayer de me baser sur les études des risques, les risques associés à la technologie d'information et communication, pour faire un peu, et vous expliquer un peu quels pourraient être les risques psychosociaux à partir du rapport Golac. Je ne vais pas traiter de la question de la prévention, je crois que ça va être objet de la prochaine intervention, mais vous le savez, quand on parle des risques psychosociaux, on parle de documents uniques, on pense à l'obligation de sécurité des résultats.
Et on pense aussi à l'information des élus, du CSE en particulier, qui doit être consultée à l'occasion d'introduction de nouvelles technologies dans l'entreprise. Je précise également qu'à ma connaissance, il n'y a pas encore de jurisprudence de la Cour de cassation sur les sujets. L'affaire la plus proche est celui de 2018. Les CHSCT avaient demandé une expertise sur l'impact de IBM Watson sur la santé et sécurité. Et la Cour a estimé donc que Watson constitue une aide pour les salariés et ne modifie pas les conditions de travail. Donc le sujet est nouveau et je trouve qu'il est stimulant. Donc je vous propose donc un plan en des parties, une petite introduction de 5 minutes. Et la première partie, il y a comme facteur des risques psychosociaux et deuxième partie, l'interaction des facteurs des risques psychosociaux. Nous avons vu tout à l'heure, il y a un levier d'amélioration de conditions de travail, de santé et sécurité. Nous savons, l'IA automatise les tâches monotones et répétitives, optimise l'organisation de travail, le flux de travail, la performance individuelle et collective, équilibre les charges de travail, etc. C'est aussi un outil de protection de la santé et sécurité, ce sera l'objet de la prochaine présentation, sauf arrêt de ma part, et évidemment un outil de prévention des risques d'accidents, de travail, de maladies professionnelles. Mais j'ai l'habitude de dire que l'IA est aussi un pharmacon, c'est-à-dire à la fois un remède et un poison. C'est-à-dire l'IA est un facteur de risques professionnels. On peut penser à des risques physiques, des risques pour la santé mentale, bref, des risques qui sont liés à l'usage des technologies numériques, telles que les troubles musculosquelettiques, les maladies vasculaires, diabète, hypertension. Récemment, l'Agence européenne a fait état aussi de l'exposition au rayonnement électromagnétique, voire l'écoxété, et aussi les atteintes à la santé mentale, encore insuffisamment documentées. Mais on peut avancer déjà l'anxiété, la dépression, le burn-out, voire le suicide. D'après l'INRS, 45% des actifs français déclarent, dévoient toujours, souvent, se dépêcher seuls. 30% signalent avoir subi au moins un comportement hostile dans le cadre de leur travail au cours des 12 derniers mois. Ces chiffres démontrent donc des situations de risque, d'émergence des risques psychosociaux. Quelques notions fondamentales, tout à l'heure le collègue a déjà mentionné, proposé des notions d'intelligence artificielle. En tant que juriste, je vous propose donc une notion de par le roman européen, tout outil utilisé par une machine afin de reproduire, entre guillemets, des comportements liés aux humains tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Cette définition, elle m'interroge beaucoup. Tout d'abord, je trouve qu'il n'y a pas de reproduction de comportement, encore moins d'intelligence, et les virtuels, on ne parle même pas, mais on peut y revenir si vous voulez. Les risques psychosociaux au droit du travail, vous savez, ne sont pas définis. Donc, il n'y a pas une définition en droit français. Je vous propose donc la définition du rapport Golac. Il s'agit des risques pour la santé mentale, physique et sociale engendrés par les conditions d'emploi et les facteurs organisationnels et relationnels susceptibles d'interagir avec le fonctionnement mental. L'INRS, à son tour, propose la définition suivante. Les risques psychosociaux comprennent des situations de travail où sont présents, combinés ou non, des situations de stress, violence externe, violence interne. Gardez à l'esprit que les risques psychosociaux ont souvent, ou presque souvent, des liens avec l'organisation du travail. Désormais, nous avons abordé la partie 1, l'IA et les facteurs des risques psychosociaux. Je vous ai mentionné tout à l'heure, je vous propose une présentation à partir du rapport Golac qui énumère, liste 6 facteurs de risques psychosociaux. Numéro 1, intensité et temps de travail. Numéro 2, exigence émotionnelle. 3, manque d'autonomie. 4, rapports sociaux au travail dégradé. 5, conflit de valeurs. 6, insécurité de la situation de travail. Et j'insiste, il faut toujours garder à l'esprit les liens avec l'organisation du travail, comme je vais essayer de vous démontrer. Premier facteur de risque psychosociaux,
psychosocial, l'intensité du temps et charge de travail. Je pense par exemple à des situations de contrainte de rythme, objectifs et réalistes, flou, surcharge cognitive, informationnelle, surcharge de travail, de longues journées de travail, horaires atypiques ou imprévisibles, quelque chose qu'on a tous plus ou moins connu si on a télétravaillé pendant la Covid. Conséquences sur la santé physique et mentale, telles que des troubles musculosquelettiques, des troubles du sommeil, fatigue, anxiété, dépression, et aussi des effets sur les droits à la déconnexion. Vous le savez, les outils informatiques et l'intelligence artificielle ne me semble pas que ça sera différent, a des effets sur les droits à la déconnexion, la difficulté à se déconnecter, et aussi un brouillage entre vie privée, vie perso, vie professionnelle. La difficulté donc de déconnecter engendre aussi des sentiments liés au always on, FOMO, excusez-moi l'anglicisme, mais tout ça pour dire, c'est besoin d'être le fear of missing out, fear of better options, always on, ce sentiment d'être toujours connecté, c'est besoin d'être toujours performant, c'est besoin de toujours répondre à ses mails à 22h, WhatsApp, week-end. Donc, on est tous connectés tout le temps et on ne se rend pas toujours compte de la dépendance et des effets sur le plan de la charge mentale et aussi sur le plan physique. On a tous mal au dos, peu importe l'âge. Facteur numéro 2, manque d'autonomie, la possibilité d'être acteur dans son travail. Vous le savez, l'IA, le numérique, procure, engendre des technologies, favorise l'émergence des technologies de contrôle et surveillance, ça sera l'objet d'une présentation cet après-midi, sauf arrêt de ma part, des technologies de contrôle et surveillance continue au prétexte de la productivité ou de l'efficacité. On contrôle et on surveille tout le temps, chaque pas, la cadence de travail. Cette situation, c'est des situations qui réduisent l'autonomie du travailleur et donc ça engendre une perception des transferts de la capacité de décision à la machine, d'une subordination à la machine, d'une sorte de robot humain qui exécute des ordres. Cette situation a des effets sur la santé physique et mentale, stress, anxiété, troubles musculosquelettiques, dépression, etc. Nous pouvons y revenir si ça vous intéresse. Un exemple, le management algorithmique. Vous le savez, le management algorithmique, c'est un exemple typique des pertes d'autonomie au travail. Je pense par exemple au livret des plateformes numériques, auquel ce matin Hélène a fait mention. Donc, ce rapport de l'ANSES, il fait état des cadences de travail assez importantes, une organisation de travail complètement verrouillée, surveillée par des algorithmes d'intelligence artificielle. La discipline, voilà, la sanction, tout est contrôlé par la plateforme, tout est contrôlé donc par les algorithmes d'intelligence artificielle. Troisième facteur, rapport social au travail dégradé. L'exemple classique, c'est l'isolement. Vous savez, les numériques, et je crois aussi à l'intelligence artificielle, ça sera pareil, engendre des situations d'isolement, des interactions sociales réduites, des absences de soutien social, des difficultés de communication avec l'hiérarchie, des difficultés de relations avec les collègues, délitement du lien social, de vivre ensemble, comme tel qu'a théorisé Christophe Dejour. Exigence émotionnelle, le quatrième facteur de risque psychosocial, c'est-à-dire la nécessité de maîtriser et façonner ses propres émotions. Et un exemple typique, c'est le travail en call center. Vous le savez, le travail en call center, c'est un travail prescrit. Absolument tous les faits et gestes du travailleur est prescrit par un script, donc par un algorithme d'intelligence artificielle, qui prescrit les travails, même les gestes, les souris derrière la caméra, l'écran, ça doit être affiché dans les visages de travailleurs pour que la personne d'autre côté, au téléphone, elle puisse sentir
qu'il a un sourire derrière. Et ces personnes sont normalement contraintes à un travail qui est chronométré, à des injonctions assez maîtrisées. Et ils doivent toujours maîtriser leurs émotions. Vous savez, des fois, les personnes sont assez désobligeantes avec les travailleurs. Des questions d'hurlement, des incivilités, des violences verbales. Et ces personnes doivent cacher leurs émotions. Ça a un coût psychique assez important. On peut y revenir si vous voulez. 5e facteur, conflit de valeurs. Ça fait écho donc à l'ensemble des conflits intrapsychiques consécutifs à la distorsion entre ce qui est exigé au travail et les valeurs professionnelles du salarié. Donc je reviens donc à mon travailleur du call center. Ces travailleurs-là, par exemple, il doit proposer dans les services bancaires, on a discuté hier, un contrat. Donc il a un profilage, donc il va proposer des contrats, des services à des personnes âgées qui sont parfois profilées et qui correspondent à un certain public un peu vulnérable, à un discours marketing assez convaincant. Et parfois, cette personne, elle éprouve un vrai conflit éthique, souffrance éthique aussi, je reviens à Christophe Desjos. Et donc, ces personnes, elles sont confrontées entre les valeurs et son besoin de survie. Donc, je dois vendre ça, donc je fais un pas à mes valeurs personnelles. Et ça, c'est un coût, sachez que c'est un coût psychique assez important. Et parfois, les personnes commencent à, comme on dit vulgairement, dérailler. Elles peuvent même faire une crise parce qu'elles n'arrivent pas entre ce qu'elles trouvent que c'est correct et les produits qu'elles sont obligées de vendre. Il y a un vrai conflit qui peut se développer. Et enfin, 6e facteur de risque, l'insécurité ou tout simplement la peur de changement, quelque chose qui est très humain. Vous savez, l'IA, le numérique, modifie profondément l'organisation du travail. J'espère qu'on puisse discuter sur ça. On ne peut pas penser à le numérique sans modification de l'organisation du travail, d'où l'importance de l'implication de tous les acteurs sociaux et profondément des travailleurs du début de la conception jusqu'à la mise en place de l'intelligence artificielle. Donc je ferme mon parenthèse. L'IA, elle modifie profondément l'organisation du travail, donc certaines compétences deviennent obsolètes, donc la perte du savoir-faire, le transfert des compétences à la machine, tout ça génère la peur, un sentiment humain, la peur de perdre son emploi, la peur de la précarité, la peur de la réduction du salaire, la peur de la restructuration, la peur tout simplement de son avenir, sur son avenir, qu'est-ce qui va m'arriver. Donc ça génère une forme d'anxiété. En anglais, on appelle ça automation anxiety. La peur de la machine. Donc ces contextes, ces situations ont des conséquences sur la santé physique, mentale. On peut y revenir si ça vous intéresse. Il faut aussi penser que ces facteurs, ils ne sont pas isolés. Ils interagissent entre eux, et donc c'est la partie D. Et un facteur psychosocial peut cacher un autre, et souvent ils interagissent entre eux. Et donc, un exemple d'interaction de facteurs de risque psychosocial, travailler dans les métaverses. Est-ce que les métaverses existent? Oui. Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent là-dedans? Oui. Est-ce que l'intelligence artificielle joue un rôle là-dedans? Oui. Et donc, ça c'est un exemple. Travailler dans les métaverses, c'est travailler dans une réalité virtuelle. Donc l'isolement social est souvent présent. Les travailleurs s'y voient toujours confrontés. Donc je vous donne un exemple. Travailler dans le marketing aujourd'hui, c'est souvent travailler dans les métaverses. C'est ça. Donc on travaille dans les métaverses, par exemple chez Amazon, sauf erreur de ma part, Gucci, Hermès. Les marques de luxe sont dans les métaverses. Voire Carrefour dans le métaverse. Donc le marketing aujourd'hui existe dans les métaverses. C'est un monde de réalité augmentée, virtuelle, étendue. Et donc ces contextes de travail génèrent souvent, comme je viens de le dire, un isolement social. Donc je pense à un rapport socio-dégradé, un facteur de risque psychosocial. À l'intensité de travail, ces personnes sont toujours connectées
Donc le always on, la hyperconnexion, la difficulté de bénéficier, d'exercer le droit à la déconnexion, des conflits entre vie privée et professionnelle, parce que normalement ces personnes travaillent chez eux, parce que comme ça ils peuvent maîtriser leur temps de travail, ça c'est à discuter. C'est de la maîtrise, je ne comprends pas trop. Ces personnes sont contrôlées par des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont assez pointus, à tel point que si on arrête en minute parce qu'on a besoin de boire ou d'aller aux toilettes, tout simplement, ça génère un temps de pause. Donc c'est un contrôle assez, une surveillance assez accrue et continue. Ces personnes se voient aussi demander des exigences émotionnelles assez importantes. Je pense par exemple à quelqu'un qui est harcelé dans le monde virtuel et qui est profondément seul. Comment on fait? Avec qui je peux discuter? L'harcèlement dans le monde virtuel est vécu comme un harcèlement dans le monde réel. Par ailleurs, on peut même discuter s'il existe un monde virtuel. Conflit de valeurs. Supposons que mon travailleur de marketing il est bien au courant que ces modèles sont assez gourmands en énergie et que son travail contribue donc à la dégradation climatique, au réchauffement climatique. Il peut donc éprouver des sentiments d'éco-anxiété. Et donc, ce travail il a des conséquences sur la santé mentale, stress, dépression, sur la santé physique, désorientation, altération, cyber sickness, etc. Et des risques émergents tels que l'éco-anxiété, que je viens de mentionner, ou les contacts avec un champ électromagnétique. Pour en finir, un exemple que je crois que condense tous les 6 facteurs des risques psychosociaux, mais je crois que je dépasse mon temps, je vais aller un peu plus vite. Je vous ai dit tout à l'heure, le management algorithmique, il accroît la surveillance, les contrôles. Donc, ça questionne donc la vie privée, les droits à la déconnexion, je vous ai déjà dit, la réduction de l'autonomie, les sentiments de subordination à la machine, l'intensification du rythme de la charge de travail au prétexte d'exigences de productivité élevées. Et quelque chose que j'insiste souvent et qui me tient à cœur, l'isolement. Le management algorithmique, il négligencie l'importance des moments de sociabilité informelle, la fameuse pause café qu'on a tous plus ou moins vécu à l'époque de la Covid. On a compris que la pause café n'est pas simplement un moment où on discute, c'est un moment où on tisse des liens, c'est un moment où on établit des règles de métier, des moments où on soude un collectif de travail. C'est un moment où on apprend à travailler ensemble et on apprend à vivre ensemble. Et j'ai envie de finir donc avec cette tribune du Monde du 13 décembre 2024 qui nous invite donc à repenser qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble à l'ère de l'intelligence artificielle. Et j'insiste donc, travailler ensemble à l'ère de l'intelligence artificielle, c'est aussi vivre ensemble à l'ère de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour votre attention. Après avoir écouté Madame Goriot sur les risques psychosociaux qui peuvent être générés par l'intelligence artificielle, Lucie Joubert-Thomasso va prendre le contre-pied en étant optimiste et en parlant de l'intelligence artificielle comme vecteur de prévention des risques. Donc ça va être un moment de prospective. Et nous sommes à votre écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux organisateurs et organisatrices, surtout de ce colloque, de m'avoir proposé de participer sur quelque chose que je n'ai pas toujours l'habitude de faire, c'est-à-dire plutôt regarder ces avancées technologiques comme des voies, des moyens de prévention plutôt que l'inverse. Donc voilà. Vous allez voir, c'est assez prospectif, parce que je ne vais pas revenir sur la définition de l'IA, des systèmes d'IA, mais essayer de partir plutôt des cas d'usage, c'est-à-dire de différents systèmes d'IA qui peuvent être utilisés au service de la prévention des risques professionnels.
Je suis fondée sur le rapport de l'INRS de 2022 sur le sujet, et j'ai fait aussi une petite revue de littérature, surtout anglo-saxonne, qui regarde vraiment très largement ce qu'on pourrait faire avec les IA en matière de prévention des risques. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est que parmi ces différents usages de l'intelligence artificielle au service de la prévention des risques, certains commencent à être développés et à produire, à être à peu près efficaces. Et pour beaucoup d'autres cas d'usage, ça reste plutôt des promesses encore très floues de l'IA au service de la prévention. Donc, parmi les usages les plus développés de l'IA en santé-travail, il y a plutôt en radiologie l'usage de l'IA pour diagnostiquer des maladies pulmonaires et notamment la silicose et l'asbestose, donc des maladies d'origine professionnelle. Je ne vais pas trop en parler parce qu'on est plutôt dans le diagnostic et moins dans la prévention. Moi, j'ai surtout me centrer sur la prévention. Et dans ce domaine-là, là encore, les usages peuvent être variés et encore aux prémices de leur développement. Donc, certains sont un poil plus développés, je pense aux exosquelettes. Pour le reste, c'est très prospectif. On peut les classer, on va dire, en 3 catégories: des systèmes d'intelligence artificielle au service de la prévention des risques professionnels. Les premiers pourraient servir à automatiser des tâches dangereuses ou répétitives. Donc ça serait l'intelligence artificielle qui permettrait à des robots, à des drones d'effectuer des inspections, des entretiens, des réparations dans des environnements dangereux, la mine par exemple. On pourrait classer dans cette catégorie ce qui est pour le moment le plus développé, c'est-à-dire les exosquelettes, donc qui permettraient théoriquement du moins de réduire les troubles musculo-squelettiques. Un deuxième pan d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en prévention pourrait être des systèmes plutôt de surveillance, d'alerte, de détection des risques professionnels. Donc des systèmes qui permettraient de collecter, d'analyser des données pour alerter de manière précoce sur les risques professionnels potentiels, d'éviter notamment les accidents du travail. Et alors là, on a évidemment l'alerte sur les risques plutôt physiques liés à l'environnement ou à l'outil de travail. Mais quand on regarde la littérature, surtout anglo-saxonne, ça pourrait aussi donner lieu à des systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient alerter sur les aspects physiques, mentaux et l'état émotionnel des travailleurs, de manière à prévenir les risques psychosociaux. Je pense que tout le monde voit les dangers aussi de ce type de système d'intelligence artificielle. Mais la littérature anglo-saxonne a moins de problèmes éthiques à envisager ça. Non, mais il faut... allons-y. Quitte à être prospectif, allons-y. Un troisième usage qui est notamment identifié par le rapport de l'INRS de 2022 que j'ai cité, c'est un usage des SIA en formation en santé au travail, parce que les IA pourraient permettre de créer des simulations réalistes, immersives, des scénarios, donc pour apprendre à des formes d'intervention et d'apprentissage concret. J'en parlerai pas plus, puisque là on est vraiment sur quelque chose de très 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 prospectif. Et par ailleurs, en droit de la santé au travail, la question des formations en santé-sécurité est très peu pensée, voire quasi pas. Voilà. Donc je me centrerai plutôt sur les 2 premiers usages que j'ai évoqués, c'est-à-dire plutôt celui d'automatisation, de robotisation des tâches dangereuses, et le deuxième qui sont les systèmes de surveillance et d'alerte des risques professionnels. Avant de rentrer un peu plus dans ce que je vais essayer de faire, de rentrer dans le détail, mais c'est pas évident, je pense que vous voyez comment ces différents usages, même aussi variés, peuvent poser des problèmes quant à la protection des libertés fondamentales des travailleurs. Si on pense notamment à la reconnaissance émotionnelle des travailleurs, ça pose un certain nombre de questions. Et cette reconnaissance-là, par exemple, des émotions des travailleurs, fait partie des pratiques d'IA interdites au sens du règlement européen sur l'intelligence artificielle, dans son article 5, mais néanmoins cet article dit qu'il y a une exception, ce sont les raisons médicales et les raisons de sécurité. Donc
une des questions, je pense, qui va se poser, mais c'est difficile d'y répondre, c'est dans quelle mesure les systèmes d'intelligence artificielle développés au nom de la prévention des risques professionnels vont permettre de développer des systèmes d'IA qui ont des effets extrêmement importants et risqués en termes de protection des droits et libertés, notamment des travailleurs. Parce que beaucoup de ces systèmes d'intelligence artificielle vont utiliser des données personnelles, des données sensibles, ce qui les classe aussi parmi les systèmes d'intelligence artificielle dits à risque fort au sens de ce règlement européen. Je ne vais pas développer davantage, je pense que c'est peut-être des questions qui reviendront cet après-midi et on pourra y revenir éventuellement dans la discussion. Reste quand même que, quand bien même ces systèmes seraient classés à haut risque au sens de la réglementation européenne, ce classement-là, ce n'est pas une interdiction. Ça ouvre juste un régime de conformité à des exigences essentielles qui est en fait un régime d'autocontrôle quasiment par le marché et les acteurs du marché. Et avec un cadrage qui est essentiellement un cadrage éthique, type gouvernance des données, traçabilité, transparence, où les questions un peu classiques qu'on a l'habitude de traiter en droit du travail, type contrôle des travailleurs, des représentants, etc., est complètement passé sous silence. C'était pour cette petite introduction. Je terminerai pour vous expliquer, ou tenter de vous expliquer quelle va être mon approche ici, donc qui est prospective, parce que c'est de ces cas d'usage très variés, très différents. Je vais essayer de tirer un peu des propos plus généraux. Mais là où c'est compliqué, c'est que ces systèmes d'IA sont en fait peu développés, peu utilisés, et c'est très compliqué même d'avoir une idée à peu près précise du degré d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle en entreprise. Quand on regarde les chiffres, c'est extrêmement variable, et les chiffres en fait ne tiennent assez peu compte ni des types de modèles et de systèmes utilisés sur le plan technique, ni même des types d'usages. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste très prospectif, que j'ai pas de PowerPoint, parce que je savais pas très bien quoi écrire dans ce PowerPoint. Et moi, je vais le prendre un peu en juriste pour le moment. C'est qu'est-ce que peuvent faire ces systèmes d'IA à la prévention, aux conceptions de la prévention des risques professionnels, et notamment à la responsabilité de l'employeur. Avec une première question qui part plutôt d'une interrogation sur les premiers systèmes, enfin les premiers usages des systèmes d'intelligence artificielle autour de la robotisation, l'automatisation des tâches dangereuses. Et je pense que le meilleur exemple le plus parlant, c'est celui des exosquelettes, pour le moment. Et autour de cette représentation-là, je vais me poser une première question qui est: l'employeur doit-il, non pas peut-il, mais doit-il utiliser ce type de système d'intelligence artificielle développé en santé-travail, donc au service de la prévention? Pourquoi cette question? C'est que l'obligation de prévention de l'employeur implique, pour celui-ci, de tendre à l'amélioration des situations existantes. C'est L4121-1 du Code du travail. Et dans cette perspective, si on s'en tient aux principes généraux de prévention, donc l'article suivant du Code du travail, ces principes imposent à l'employeur de, je cite, tenir compte des évolutions du progrès technique, et on pourrait en citer un autre qui est de remplacer ce qui est dangereux, donc de manière très large, par ce qui n'est pas ou ce qui est moins dangereux. C'est-à-dire que ces principes sont peu mobilisés tels quels par la jurisprudence, mais ils ont quand même leur importance. Si on s'en tient à ça, est-ce que l'employeur aurait l'obligation, pour remplir son obligation de prévention, d'utiliser des systèmes d'intelligence artificielle afin d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer la prévention? Par exemple, est-ce que l'employeur aurait l'obligation de se doter d'exosquelettes qui permettraient d'assister le travailleur portant des charges lourdes et donc de réduire les troubles musculo-squelettiques? La réponse à cette question n'est pas évidente parce que ça suppose de déterminer ce qui relève du champ du techniquement possible. Tenir compte du progrès technique, d'accord, mais qu'est-ce qui est techniquement possible? Donc ça pose une question d'abord d'efficacité technique des systèmes d'intelligence artificielle, qui est loin d'être évidente en l'état actuel des connaissances. Et malgré les évolutions rapides, ces systèmes-là sont, dans le champ de la santé-travail, encore pas super performants. Et même les exosquelettes, qui sont quand même la chose la plus développée, sont encore souvent passifs
Et les contraintes qui sont, sont adaptées aux hommes c'est 1m75 ? Donc pas aux femmes, pas aux hommes plus petits, pas aux hommes plus grands. Et les contraintes qui sont évitées sur certaines parties du corps pour les troubles musculo-squelettiques sont en fait transférées sur d'autres parties du corps. Donc même en termes de prévention des troubles musculo-squelettiques, c'est pas encore la panacée. Derrière cette question de l'efficacité technique, de la performance en santé-travail de ces SIA, se joue une seconde question. C'est à partir de quand on va considérer qu'une technique ou une technologie est considérée comme suffisamment efficace, disponible, abordable, pour qu'il puisse être reproché à un employeur de ne pas en avoir fait usage, c'est-à-dire de ne pas avoir adopté, mis en œuvre, utilisé cette technologie disponible. Et ça, c'est assez délicat parce que la Cour de cassation n'a jamais tranché cette question. Et en fait, elle apparaît même assez peu dans le contentieux. C'est-à-dire quand on regarde les arrêts des cours d'appel, cette question de la disponibilité d'une technique, y compris sur, par exemple, les agents chimiques dangereux ou pas, c'est très peu mobilisé et ça apparaît assez peu. Et je pense qu'il y a un élément de réponse qui se situe dans ce que le droit du travail entend ou n'entend pas comme technique possible ou technique disponible. En droit de l'environnement, je raisonne un peu par analogie, il y a la notion de meilleure technique disponible, et cette disponibilité intègre le caractère raisonnable du coût économique d'une mesure disponible, donc en droit de l'environnement. En droit du travail, on n'a pas tout à fait cette même notion de disponibilité, et en réalité, le Code du travail se cantonne à un champ du techniquement possible, et pas à une notion de disponibilité qui inclut une question de caractère financièrement abordable d'une technique. Et de fait, en droit du travail, la directive de 89, dans le considérant numéro 13, précise que les objectifs de prévention ne peuvent pas être subordonnés à des enjeux et des considérations purement économiques. La Cour de justice de l'Union européenne n'avait jamais tout à fait exclu des formes de prise en compte du coût économique de mesures de prévention et une mise en balance coût-bénéfice pour la prévention. En droit français, ça n'a jamais été la démarche des juges, et si on regarde, je vais passer rapidement, mais les décisions du Conseil d'État sur le contrôle des plans de sauvegarde de l'emploi et de l'aspect prévention, il a été même clairement exclu un contrôle de proportionnalité coût-bénéfice entre le coût des mesures de prévention et leurs bénéfices en termes de santé-sécurité. Autrement dit, si on s'en tient à ça, l'employeur doit-il mettre en œuvre ou adopter, implémenter des systèmes d'intelligence artificielle au service de la prévention? La réponse à cette question ne devrait pas tenir compte du coût financier de ces mesures, mais uniquement du caractère techniquement existant, possible, efficace de ces technologies. Reste, et c'est là où c'est un peu difficile, c'est que ce caractère techniquement possible n'est pas contrôlé par les juges, et toute la régulation des systèmes d'intelligence artificielle est en fait une régulation par le marché, par l'industrie, par ses experts. Et donc c'est tout le modèle du règlement européen sur l'intelligence artificielle, c'est également le modèle européen sur les substances chimiques dangereuses, c'est une forme d'autorégulation par le marché. Donc qui est-ce qui décide ce qui est une technique performante, efficace, disponible? C'est l'industrie et le marché, et évidemment ils le font aussi en considération de certaines formes de rentabilité d'une technique, de rentabilité économique. Donc il serait, derrière cette question de l'efficacité technique, se joue en réalité aussi une question de coût économique, de coût financier, d'accessibilité de ces mesures. La deuxième question, j'avais déjà un peu commencé à l'évoquer, avec cette question de l'efficacité technique. Je suis peut-être très très longue, je ne me rends pas compte. Non, ça va, ok. Donc il y a la question de l'efficacité technique. Et ce qui ouvre à une deuxième question, et cette fois qui est plus partie d'un raisonnement sur les systèmes d'intelligence artificielle au service de la surveillance, de l'alerte sur les risques ou de la détection des risques d'accidents du travail.
Cette deuxième question tourne autour de la responsabilité de l'employeur en cas de défaillance de ces systèmes d'intelligence artificielle dits de surveillance ou d'alerte sur les risques. Mettons, ces systèmes ou ce système ne détecte pas un accident du travail, il y a un accident du travail qui survient, l'employeur est-il responsable et a-t-il manqué à son obligation de prévention? C'est le point de départ. Si on raisonne par analogie avec d'autres systèmes de protection qui font aussi l'objet de contrôles de conformité préalables, je pense aux machines, aux équipements de protection individuelle, la défaillance de ce type de dispositif de protection, par exemple d'une machine, ne peut être imputable à l'employeur que s'il pouvait avoir conscience d'une possibilité de défaillance. Et par exemple, si l'employeur savait que les travailleurs utilisaient cette machine de manière dite anormale ou raisonnablement anormale, ou qui chantaient un dispositif de protection d'une machine, là l'employeur serait responsable, ou pourrait être responsable. Si on suit un petit peu ce raisonnement-là, c'est que la défaillance d'un système d'IA, d'alerte ou de surveillance des risques professionnels, qui échouerait à alerter sur ce type de situation, qui entraînerait un accident du travail, ça ne pourrait constituer un manquement à l'obligation de prévention, à l'obligation de sécurité de l'employeur, que si l'employeur ignorait de manière légitime ce risque de défaillance. Pour le dire beaucoup plus simplement, cette question soulève la question du degré de confiance qu'on peut accorder dans des systèmes d'intelligence artificielle dits de surveillance alerte des risques professionnels. Et aujourd'hui, cette confiance est extrêmement faible, déjà parce que ces systèmes sont quasi pas développés. Et par exemple, l'INRS dit, même si ces systèmes existent, il faudra garder une forme de contrôle humain ou une forme de défiance, d'une certaine manière, à l'égard de ces systèmes d'intelligence artificielle. La question, c'est demain, ou un peu plus tard. C'est avec l'évolution très rapide de ces systèmes-là, est-ce que cette confiance ou le degré de confiance dans ces systèmes va pas être quasi absolu et on va plus se méfier des potentielles défaillances. Et là, je vais essayer, c'est pas évident, mais je vais essayer de rentrer un peu plus dans la technique, non pas juridique, mais la technique des systèmes d'IA. Parce que pour avoir un degré de confiance élevé dans ces systèmes d'intelligence artificielle, il faut aussi comprendre comment ils peuvent fonctionner techniquement. Et d'une certaine manière, là c'est là où ça va devenir un peu prospectif, il me semble qu'il y a un risque assez fort que ces systèmes d'intelligence artificielle soient, entre guillemets, structurellement défaillants. Pourquoi ? Il y a un premier risque qui est pointé par l'INRS, et quand on se centre sur la question de l'accident du travail. Les intelligences artificielles aujourd'hui, sont des modèles de prévision statistique. Ce qu'elles font, c'est pointer des régularités statistiques et prévoir un risque d'accident. Si l'accident, c'est ce qui est hors norme, ce qui échappe à la régularité statistique, d'une certaine manière, structurellement, on ne peut pas prévoir l'accident. Je pense que ce type de raisonnement-là a un intérêt. Il y a des accidents qu'on ne pourra pas prévoir. Néanmoins, l'accident, et je pense qu'on le sait en santé-travail, l'accident, ce n'est pas toujours ce qui échappe à une norme ou à une régularité statistique. On sait qu'il y a des terrains qui favorisent les accidents du travail, et si on ne pensait pas comme ça, il n'y aurait de toute façon pas de prévention. Donc la question, l'accident, ce n'est pas toujours une anomalie statistique, et ces systèmes d'intelligence artificielle pourraient tout à fait être capables d'identifier des situations à risque, des terrains d'accident ou des terrains de développement, y compris de pathologies professionnelles. Se pose du coup alors la question de l'entraînement de ces systèmes d'intelligence artificielle type alerte-surveillance. C'est par quel entraînement, par quel jeu de données, quel travail d'annotation, etc., etc. Alors, évidemment, ces systèmes d'intelligence artificielle sont itératifs, font de l'apprentissage automatique, c'est bien sûr le principe. Néanmoins, au préalable, pour ça, il faut qu'ils aient été entraînés sur des jeux de données avec un travail d'annotation. La question, c'est lesquels ? Il y a évidemment des problèmes de collecte des données personnelles, de données... moi, je resterai sur l'efficacité, on va dire, la performance liée à ces types d'entraînement. Avec
cette question, c'est sur quelle représentation du travail et quelle représentation des risques ces systèmes d'intelligence artificielle vont être entraînés. Je m'explique. Est-ce qu'ils vont être entraînés avec des données de l'entreprise qui utilise ce système d'intelligence artificielle, ou est-ce qu'ils vont être entraînés avec des données un peu plus génériques? Prenons l'industrie nucléaire, qui est quand même, je pense, très concernée par ces systèmes d'alerte. Est-ce que ça va être avec les données de cette industrie, enfin de l'industrie nucléaire en général, y compris pas en France, etc. Ou est-ce que ça va être avec les données de cette centrale nucléaire-là, en tenant compte de son organisation du travail particulière et spécifique? Dans le même ordre d'idée, est-ce que ces jeux de données et l'annotation de ces jeux de données va être tiré de l'observation du travail réel, ce qui suppose des dispositifs extrêmement importants de génération, de collecte de données, d'annotation des données, avec une réflexion de ce travail-là, de collecte et d'annotation des données, qui est beaucoup plus tiré des sciences humaines sur le travail, notamment de l'ergonomie? Ou est-ce qu'au contraire, pour des raisons notamment de coût de développement de ces systèmes d'intelligence artificielle, on ne va pas avoir des collectes de données et des entraînements de données issus quasi exclusivement d'une représentation du travail prescrit, juste avec les opérations, les plans, la planification, telle qu'elle est présentée de manière un peu idéale par l'employeur, mais donc sans prendre en compte ce qui se passe réellement, ce qui est réellement fait par les travailleurs. Et je pense que sur ce... Il y a évidemment, c'est un spectre, mais la question de chanter les dispositifs de protection, notamment des machines, et chanter même le système de surveillance de l'intelligence artificielle, est le meilleur exemple du pas qu'on peut faire. Est-ce qu'on a un système d'intelligence artificielle qui est entraîné et ne voit un peu que l'idéal, c'est-à-dire avec des dispositifs de protection qui fonctionnent, qui marchent, etc. Ou est-ce qu'on va avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui sont entraînés et peuvent prendre en compte, y compris ce que font les travailleurs et qui n'ont pas le droit, c'est-à-dire chanter un dispositif. Donc, chanter, vous voyez ce que c'est... Voilà. Chanter un dispositif de protection. Oui, pardon, ce jeu... Et donc voilà, une des questions, c'est ces systèmes d'intelligence artificielle, il n'y a pas d'impossibilité technique à ce qu'ils puissent saisir le travail réel, d'une manière ou d'une autre. Mais ça suppose quand même un appareillage, des coûts de collecte et d'entraînement qui sont très importants. Et là, le risque, à mon sens, c'est peut-être qu'on va voir apparaître ce type de système d'intelligence artificielle, de surveillance ou d'alerte sur les risques professionnels, très standardisé, ou du moins avec des représentations du travail très standardisées, comme simplement une addition de tâches, et qui invisibilise toute la dimension organisationnelle du travail, et la dimension aussi travail réel, et donc qui soit d'une certaine manière presque structurellement défaillant à détecter les risques professionnels. Et cette question-là, je pense qu'elle est là où elle n'est pas sortie uniquement de mon chapeau, c'est quand on est attentif au développement un peu récent du droit de la santé au travail, notamment autour de l'évaluation des risques et de la méthodologie de l'évaluation des risques. On voit quand même que de plus en plus, notamment devant les cours d'appel, on admet des formes d'évaluation des risques dans le document unique, très standardisées, c'est-à-dire éloignées de l'unité de travail et des situations concrètes, mais avec des unités de travail qui vont être définies trans-établissements. Donc par exemple... Carrefour va faire une évaluation des risques similaire pour l'ensemble de ses établissements en France, avec juste des catégories type supermarché, grand, moyen, petit, mais donc indépendamment de la situation concrète de chacun des établissements. Et on voit un renforcement du rôle des indicateurs chiffrés, du plan de prévention, mais qui est éloigné de la conception un peu historique de la prévention comme effectivité des mesures de prévention. Donc ça, c'est pas lié au développement des systèmes d'intelligence artificielle en type surveillance alerte des risques professionnels, mais quand on croise un peu les deux, on peut avoir une inquiétude sur le développement de ce type de système d'intelligence artificielle ultra standardisé avec une représentation du travail elle-même très standardisée. Et
l'inquiétude, ça pourrait, est-ce que ce type de système-là, ça suffirait à démontrer le respect par son employeur de son obligation de prévention, ou du moins d'évaluation des risques, alors même que ce sont des systèmes mal entraînés ou pas très bien entraînés, sur des jeux de données imparfaits, mais ça suffirait à respecter l'obligation de prévention. Encore une fois, et pour conclure, je pense que j'ai pas été super emballée par l'intelligence artificielle au service de la prévention des risques. Mais quand même, pour conclure, il ne s'agit pas d'une impasse technique des systèmes d'intelligence artificielle, notamment sur le plan de surveillance des risques. Au contraire, et on le voit sur ceux notamment qui sont développés plutôt du côté de la médecine et en épidémiologie, il y a des promesses qui peuvent être des promesses très fortes, mais ça dépend de ce qu'on en fait et de comment on le fait. Donc il n'y a pas d'impossibilité technique du tout. Mais je pense que ça pose la question de la représentation du travail et de la participation des travailleurs et de leurs représentants à la manière dont on construit cette représentation du travail, qui va être au soubassement de ces services, de ces systèmes d'intelligence artificielle et donc du travail d'entraînement et d'annotation des données. Oui, petite blague, parce que c'est un projet de recherche. Voilà, je suis désolée du caractère fort flou de tout ça, mais on pourra peut-être y revenir dans la discussion sur certains éléments.